Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être à nouveau présente à ce congrès annuel en santé et environnement. Mon nom est Bénédicte Hendrix et l'année dernière, j'étais présente en tant que directrice générale de l'ICEP, que vous connaissez bien. Et cette année, je reviens vous voir avec un nouveau cas en tant que directrice générale du SPW Environnement de Wallonie, à savoir l'administration centrale en matière d'environnement, d'agriculture, de la nature et de la biodiversité. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous présenter un cas de multi-exposition ici en Wallonie, un cas de multi-exposition de la population riveraine et de travailleurs à Courcelles et à Aubourg. Ce qui va me permettre d'illustrer deux questions qui sont posées dans le cadre de notre colloque aujourd'hui. La première, c'est quelle est notre pratique de l'évaluation des risques et des impacts sanitaires en situation de multi-exposition? Et la seconde question que je vais adresser aujourd'hui, c'est quel est le processus de décision face aux situations de multi-exposition? Alors, comme nous sommes un colloque international, il y a différents acteurs et je pense que ça vaut la peine de repréciser qui est qui et de vous faire part d'un tout petit mot de la lasagne institutionnelle du contexte politico-administratif de notre Wallonie. Et donc, comme je vous le disais, je suis directrice de l'administration du SPW Environnement, qui est l'administration centrale en matière d'environnement. Et dans ce cas, nous avons travaillé en collaboration avec d'autres opérateurs, d'autres autorités publiques, à savoir l'ICEP, que vous connaissez, qui est un institut scientifique qui permet de mesurer les pollutions dans l'environnement, et d'autre part la WAC, qui est l'agence wallonne pour le climat, qui établit les normes de pollution atmosphérique notamment. Et puis, nous avons travaillé aussi avec un consultant extérieur, un consultant privé qui s'appelle EcoImpact et qui nous a aidés à travailler, à co-construire avec les riverains dans le cadre de cette gestion de crise, d'une part, et à aller récupérer des échantillons et des données sur le terrain. Et puis, il y a aussi, comme nous sommes en Belgique, un opérateur fédéral, l'AFSCA, la sécurité alimentaire. C'est un opérateur avec lequel nous avons travaillé tout au long de ce cas que je vais vous présenter. Et enfin, vous avez à droite le site d'un broyeur, le site des broyeurs qui recycle donc des déchets à Aubourg, et d'autre part celui de Courcelles qui fait exactement le même type d'activité. Donc voilà, l'ensemble des acteurs ainsi présentés, j'en viens à l'histoire. Et donc, sur la manière de présenter les choses dans mon intervention, j'ai choisi de suivre chronologiquement les faits de manière telle à mettre en évidence à la fois comment nous avons engrangé, construit l'évaluation et l'analyse des risques par rapport aux riverains, d'une part, et d'autre part, comment nous avons pris et étendu le champ d'application des mesures de gestion dans le cas de ce cas de multi-exposition. Et donc, l'histoire commence en 2016 avec des plaintes de la part des riverains qui se plaignent du bruit et des explosions et des odeurs d'un broyeur qui travaille pas très loin de chez eux. La première, c'est que, évidemment, l'erreur à ne pas commettre quand on est face à une multi-exposition, à un problème de multi-exposition, c'est de suivre le foulard rouge qu'on agite devant nos yeux. Et en l'occurrence ici, si on avait étudié que le bruit qui gênait vraiment les riverains, on n'aurait pas trouvé la pollution à la dioxine et aux métaux lourds. En effet, les riverains ne se sont pas plaints de quelque chose qui est inodore, incolore et qui est propre évidemment aux métaux lourds et à la dioxine. Et donc, en matière environnementale comme en matière de santé, on investigue sur le symptôme et on étudie la globalité de l'industrie qui est pointée du doigt. Et c'est ça que nous avons fait. En l'occurrence, c'est ce que la WAC a fait, puisque comme nous étions face à une industrie active dans les métaux, il a fallu qu'on liste tous les dangers, au-delà du bruit, au-delà des odeurs. On a voulu lister tous les dangers. Et puisque nous étions dans une activité industrielle pour lesquelles interviennent également la question des métaux et des produits annexes, dont les PCB, la WAC a réfléchi à cette question-là, car c'est l'agence qui établit les normes pour les industries sidérurgiques. Et donc, à travers ces plaintes et le fait d'aller sur le terrain mesurer, ils ont fait le rapprochement intellectuel avec les industries sidérurgiques et ils ont conclu, ils ont mis en évidence des émissions de métaux lourds et de produits PCB dans le cadre de ce broyeur à métaux à travers des analyses faites par l'ICEP. Et donc, l'ensemble de cette
de cette analyse conduit à la découverte de PCB et de dioxines dans les retombées atmosphériques. Et à ce moment-là, première mesure de gestion de la part du service public de Wallonie, de l'administration de l'environnement, c'est de fixer des nouvelles normes d'émission pour ce secteur à l'échelle wallonne. Il faut savoir qu'à l'échelle de la Wallonie, il y a 6 broyeurs en activité sur notre territoire. En septembre 2019, second acte, on se dit, bah tiens, finalement, PCB, dioxine, ça résonne en Belgique. Souvenez-vous, nous avons vécu une extrêmement grave crise de la dioxine il y a quelques années. Et donc, au-delà de la question des retombées atmosphériques, on se pose la question de la chaîne alimentaire. Et c'est ainsi qu'on décide de s'intéresser aux poules, et surtout à leurs œufs. Car l'œuf, c'est effectivement l'indicateur numéro 1 d'une éventuelle pollution environnementale. En effet, la poule concentre le PCB car elle gratte la terre, elle ingère les dioxines qui ont la particularité de s'attacher aux protéines. Et donc, la poule consomme de la terre lorsque son organisme est saturé, elle excrète un œuf pour l'éliminer. Pas de chance, nous mangeons l'œuf. Et en matière alimentaire, puisque nous posons cette question-là, en matière alimentaire, on doit aller voir l'AFSCA, l'Agence pour la sécurité alimentaire, qui n'est compétente que pour la chaîne alimentaire commerciale. Par conséquent, lasagne institutionnelle, nous décidons, nous, SPW, d'étudier en parallèle la production des œufs chez les particuliers. Parce que, ironie de l'histoire, il est particulièrement important pour nous de savoir si les poules domestiques sont contaminées aussi, car au sein de la commune, il y avait eu l'année précédente une opération cocotte. L'opération cocotte à Courcelles, c'était une vraiment bonne idée. Dans le cadre de la logique du développement durable et de la transition écologique, la commune avait décidé de distribuer largement des poules à tous ses concitoyens pour générer de la production locale d'œufs. Et donc, important pour nous de savoir si la chaîne alimentaire, tant commerciale que privée, domestique, est atteinte. Ici, l'élément de gestion, c'est que nous avons pris directement contact avec la commune, avec les autorités communales, pour venir présenter les éléments d'analyse en cours, à savoir les retombées atmosphériques et puis notre volonté d'investiguer la chaîne alimentaire, pour faire appliquer pour l'informer d'une part, et puis évidemment pour faire appliquer à la population un certain nombre de principes de précaution, puisque nous avions identifié une première source de pollution et que nous en subodorions une autre. Dans ce cadre-là, le SPW, mon administration, se propose d'être le porteur du message et d'aider à chercher les solutions à travers la concertation et l'articulation de tous les acteurs des autorités publiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Et donc, on fait l'analyse sur les œufs, le sol des poulaillers, dans les prairies et au sein du foin. Et en janvier 2020, on a les résultats sur la chaîne alimentaire et l'AFSCA nous transmet ces résultats. Elle n'a rien trouvé dans la chaîne alimentaire commercialisée. Pourtant, elle a fait des analyses dans les ensilages, dans le maïs, dans la luzerne, etc. Donc pour nous, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais on se pose quand même une question. Rappelons-nous qu'on est au centre-ville à Courcelles et que les cultures qui ont été analysées étaient 2 km plus loin. Et donc la question que nous nous posons, c'est est-ce que nous nous sommes posé la bonne question? Est-ce que nous avons utilisé le bon échantillon? Est-ce que nous ne devrions pas aller plus loin? Et nous saisissons, enfin l'AFSCA saisit son comité scientifique et lui pose cette question-là. Et la réponse est évidemment très belge. Oui, ce sont les bons échantillons, mais non, il faut aller plus loin, il faut une campagne plus longue et comparer cela à l'échelle belge de manière telle à ce que nous puissions vérifier l'impact des broyeurs sur l'ensemble de la chaîne alimentaire en Belgique. Et donc, une nouvelle campagne est lancée tant en Flandre qu'en Wallonie sur 2 autres broyeurs, en tout cas en Wallonie, à Aubange et à Aubourg. À Aubange, les analyses sur la chaîne alimentaire, sur les produits alimentaires ne donnent rien. Par contre, à Aubourg, on constate une contamination des fourrages. Et les agriculteurs les plus proches, ce sont les agriculteurs les plus proches qui sont contaminés. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que le second chapitre de l'histoire commence. À travers cette deuxième campagne d'analyse, nous sommes en avril 2020, l'AFSCA décide, d'abord les résultats, en avril 2020, les résultats tombent et il apparaît qu'il y a 2 non-conformités
une pour la somme des dioxines et des PCB et l'autre pour le préphané de luzerne et l'ensilage des maïs. Chez 2 opérateurs différents, il y a dépassement de plus de 2 fois la norme admise. Fort de ces résultats-là, l'AFSCA décide de bloquer les sources de contamination alimentaire, donc de bloquer les exploitations agricoles qui ne peuvent plus vendre leurs produits. À ce stade, nous réagissons sur base de cette nouvelle donnée, de cette nouvelle source de pollution, et nous nous disons que nous devons continuer à investiguer, car si pour la chaîne alimentaire, les mesures sont prises, nous sommes les garants de l'environnement de tous les citoyens wallons, et donc nous devons aller plus loin, indaguer plus loin sur ce qui se passe exactement et comprendre ce qui se passe dans ce cas de déjà maintenant 2 voire 3 expositions. Et donc, la ministre Tellier, la ministre de l'Environnement wallonne, demande un monitoring environnemental, un bilan environnemental. Elle en demande 2. L'un à Courcelles, là où les problèmes ont commencé, et à Aubourg, puisque ce sont deux types de broyeurs. Enfin, les broyeurs sont enchâssés différemment dans leur environnement immédiat, puisqu'à Courcelles, nous sommes en centre-ville avec un broyeur, tandis qu'à Aubourg, c'est un village, des champs, un broyeur et aussi une cimenterie. C'est important pour la suite de l'histoire, puisque la cimenterie, c'est aussi du recyclage de déchets. Ils les brûlent pour en faire des cendres. Et par contre, pour ce secteur-là, pour ce secteur industriel-là, il y a une norme d'émissions. Alors, l'objectif de ce bilan environnemental, c'est bien entendu d'identifier la source des pollutions, et par exemple à Aubourg, de savoir si c'est plutôt la cimenterie ou le broyeur, c'est de déterminer le niveau d'exposition de la population, et puis c'est analyser le risque pour encore affiner les conseils de prévention vers les riverains. Et là, nous avons 3 mesures de gestion qui interviennent ici. La première, c'est qu'on refait une réunion citoyenne à Aubourg où on diffuse à nouveau les principes de précaution. Ensuite, la deuxième mesure de gestion, c'est que le bilan environnemental que nous lançons est en soi une mesure de gestion, puisque nous voulons aller au-delà des constats et que nous mettons en place un dispositif pour comprendre globalement la problématique. Or, un bilan environnemental, c'est d'une part faire des mesures et d'autre part comparer ces mesures vis-à-vis de toutes les mesures que notre administration, en l'occurrence, a déjà emmagasinées dans le cadre de sa mission première et finalement la plus ancienne d'une administration environnementale, c'est la surveillance de l'environnement. Et enfin, troisième mesure de gestion, comme je vous le disais à l'instant, une administration de l'environnement, son premier métier avant de se préoccuper d'environnement et de santé tel que nous le faisons aujourd'hui, c'est de d'abord surveiller l'environnement. Et ça, nous le faisons à travers un monitoring de l'environnement depuis plus de 40 ans. Et donc, nous disposons de bases de données extrêmement complètes sur l'évolution des situations. Et donc, ça nous permet, à travers cette surveillance de l'environnement, de comparer les données entre les cimenteries et les broyeurs, entre certaines communes ou certaines évaluations des risques. Et ça nous permet de continuer à travers les mesures que nous faisons dans le cadre de cette gestion de multi-exposition, de continuer à alimenter nos bases de données. Et donc, quel est le résultat ? Quel est le résultat des analyses de finalement pratiquement déjà 2 ans d'analyse? Eh bien, je vais vous présenter rapidement quelques données, mais comme ce n'est pas vraiment l'objet intrinsèque de mon exposé, je vous les mets ici pour mémoire et pour montrer combien le travail des autorités publiques, que ce soit l'AFSCA, l'ICEP, la WAC ou les services de mon administration ont fait un travail rigoureux, scientifique, faisant appel à différents types de technologies qui nous ont permis d'arriver à vraiment comprendre la problématique. Et donc ici, je vous passe quelques slides qui montrent finalement comment nous avons pu bien préciser l'ensemble de la problématique. Nous avons été prélever des poussières également dans les maisons. Et donc voilà, ces résultats-là sont disponibles par ailleurs, mais comme je vous le disais, comme ce n'est pas nécessairement l'objet principal de mon exposé, je ne m'y attarde pas. Par contre,
quels sont, en synthèse, quel est finalement, au-delà des résultats, en termes de multi-exposition, qu'est-ce que nous pouvons en dire? En résumé, et vous voyez à l'écran un slide qui reprécise l'évaluation des risques qui a été menée au terme de toutes ces analyses que je viens de vous présenter rapidement et quelles ont été les voies de transfert retenues. Et donc, en résumé, on se retrouve dans le cas de ces deux broyeurs avec 3 couches d'exposition. La première, c'est la pollution historique, puisque la Wallonie est une terre industrielle, est une terre où depuis plus de 200 ans, on exploite la question industrielle et donc de la pollution, il y en a et nous en avons et ça fait longtemps qu'elle est là. D'autre part, il y a des retombées atmosphériques de la part de l'activité actuelle des broyeurs et ces retombées, les riverains les ingèrent et les inhalent. Et enfin, il y a une 3e couche d'exposition par rapport aux riverains, c'est leur habitude comportementale, à savoir la consommation de produits sur ce territoire concerné et qui sont contaminés. Alors, 3 types de pollution, 3 sources de pollution dont 2 ne sont pas maîtrisées. La pollution historique, elle est là et c'est comme en France, il y a des politiques publiques qui visent à réhabiliter les sols, à faire en sorte d'évacuer au fur et à mesure ces pollutions historiques de nos territoires, mais la tâche est titanesque et prendra encore du temps. Et d'autre part, il y a la consommation des œufs des particuliers. Et donc, cela implique pour nous un faisceau de mesures de gestion. D'une part, des mesures plutôt de communication, tant en termes de mesures de précaution que d'informations larges vers les personnes, mais aussi réglementaires. Notre première mission, on surveille l'environnement, mais donc on édicte des normes, c'est-à-dire des normes vis-à-vis de l'industrie. Je vais y revenir dans un instant. Si on prend désormais, donc, sur base de ce que je viens de vous expliquer, à travers la chronologie de 2 ans d'analyse, de résultats et d'évaluation de l'impact sur l'environnement et sur la santé, de l'impact de cette situation de multi-exposition dans le cadre des communes concernées par la présence de broyeurs, si je devais rassembler ça dans un seul résumé, dans un slide tel que je l'ai prévu ici à l'écran, on pourrait le résumer de la manière suivante. C'est que à chaque fait, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, en 2016, nous avons eu des plaintes, en 2017, on découvre des PCB, en 2019, on découvre qu'il y a des PCB dans les œufs. En janvier 2020, il y a l'avis du comité scientifique de l'AFSCA ou encore jusqu'en avril, la découverte de PCB dans 2 exploitations agricoles. À chaque fois, à chaque élément déclencheur, il y a des mesures de gestion. Il y a des mesures de gestion qui ont été prises sur différents niveaux. Et j'ai envie de donner 2 messages par rapport à ça. D'une part, on doit pouvoir les typologiser. On peut typologiser ces mesures de gestion d'une part. Et d'autre part, et je vais y revenir dans un instant, et d'autre part, ça montre à travers ce slide que nous n'avons pas été réactifs dans la gestion de cette crise-là. Qu'au contraire, nous avons réussi à articuler différentes autorités publiques, différentes mesures de précaution, différentes mesures de politique publique pour au final offrir à nos concitoyens et à notre environnement une réponse adaptée aux problèmes qu'ils sont en train de vivre et qui va nous permettre d'aller plus loin. J'y reviendrai aussi dans un instant. Si je reviens sur la question finalement du processus de décision et quelles sont les mesures de gestion que nous avons prises et comment est-ce qu'on pourrait les typologiser, à chaque moment, pour moi, il y en a 8. La première, comme mesure de gestion, c'est que nous avons systématiquement cherché à calmer le jeu, y compris en termes d'information dans la presse, à calmer le jeu entre les acteurs et à poser les cartes, à comprendre ce à quoi nous faisions face. Ça, c'est une première mesure de gestion en tant qu'autorité publique. La seconde, c'est d'évaluer les risques du point de vue de l'environnement et de la santé. Ça, c'est l'ensemble des points des opérateurs qui se sont alliés pour pouvoir permettre une évaluation des risques du point de vue de l'environnement et de la santé. Et puis, troisième
type d'action, troisième mesure, c'est de communiquer avec les riverains, d'une part, avec les autorités locales, d'autre part, mais aussi avec le grand public, parce qu'à un moment donné, la presse se saisit de la question. Quatrième type d'action, c'est, comme je le disais tout à l'heure, alimenter les bases de données de la surveillance de l'environnement, du territoire et de ses activités. Continuer à alimenter notre base de données et continuer à surveiller le territoire. Cinquième type d'action, réglementer le secteur à travers les permis d'environnement et à travers les normes d'émission. Et puis enfin, c'est contrôler, être en capacité de contrôler ces normes et les impacts sur l'environnement. Ça, c'est l'action de toutes les autorités publiques réunies. Et puis enfin, ça, c'est davantage nouveau en matière d'environnement santé, c'est d'élaborer et de diffuser des mesures de précaution qui soient validées par l'ensemble des acteurs qui sont concernés et qui soient audibles et applicables par la population. Et enfin, et ça c'est aussi notre métier, c'est de lancer de nouvelles études. En effet, ici, dans le cadre des broyeurs de Haubourg, on est dans le cadre du recyclage, mais à l'échelle plus grande et à l'échelle de la question de la transition écologique auxquelles nos sociétés sont confrontées. En France comme en Belgique, on s'intéresse beaucoup à l'économie circulaire et on veut beaucoup s'appuyer sur des opérateurs tels que les broyeurs qui permettent de donner, de traiter des déchets à l'heure actuelle. Et donc, nous sommes obligés, à travers ce cas-ci, et c'est vraiment finalement ça une bonne nouvelle, nous sommes obligés de nous poser la question de savoir si en soutenant ce type d'activité, nous faisons du bien ou du mal à l'environnement et à notre santé. Et donc, ça nous oblige à nous positionner par rapport à ça. Et c'est ici que je vais terminer et clôturer mon intervention en vous disant que, voilà, 2 ans de travaux avec différents acteurs, différentes autorités publiques pour essayer de bien caractériser le problème et d'évaluer l'impact sur l'environnement et sur la santé, se donner aussi les moyens de réagir. Et là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, pour nous, l'action sera de gérer la problématique des émissions avec les industriels, en concertation avec eux, de compléter les données analytiques, puis de publier un rapport complet sur le monitoring environnemental. Et je suis sûre que ce rapport vous intéressera. Et puis enfin, poursuivre les campagnes de contrôle des émissions, en revenir à notre mission de la surveillance. Et enfin, toute dernière chose, mettre en œuvre les recommandations d'usage qui visent à éviter toute ingestion des poussières toxiques. Et là, c'est clairement les mesures de précaution que nous allons continuer à édicter et à diffuser. Si vous vouliez avoir de plus amples informations, de plus amples communications sur ce cas-là ou sur comment nos missions de service public, je vous mets le site internet sur lequel nous mettons un certain nombre d'informations. Et c'est sur ces mots que je vous remercie pour votre attention et que j'attends donc vos questions. Merci.